sur les dérives. Avec vous sur Sud Radio et avec Régis qui a commencé à parler. Il est bavard, ce Régis. Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour. Vous Valérie. êtes avocat, votre blog s'appelle Vue du droit. Vous avez publié un livre formidable que je conseille, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Lucas Véran, bonjour. Vous êtes étudiant, adjoint à la mairie de Neuilly. Bonjour. Bonjour Et Valérie. Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique. Bonjour à vous. Sophie de Bonjour, Menton Valérie. ne devrait pas tarder à arriver. Elle a été retenue, je ne sais pas dans les embouteillages, puisqu'elle est à vélo, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Évidemment, inévitable de parler de ce troisième confinement inéluctable. Pourquoi attendre? Quel type de confinement? Est-ce que vous respecterez ce confinement? On a vu ce week-end sur Twitter le hashtag je ne me confinerai pas et confinement. Donc dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Et puis revenir sur la guerre des bandes et l'ultra-violence de ces jeunes qui ont quand même 14 ans. On peut s'interroger. Alors commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Régis, c'est une chanson? Oui. Écoutez, je suis tombé par hasard sur une chanson sur TikTok, c'est ce qui était relayé, qui est devenu viral. C'est un postier, un facteur. Nous, on a Besancenot, eux, ils ont un facteur de 26 ans en Écosse qui chantait un chant marin néo-zélandais et c'est devenu totalement viral. Et après, TikTok le permet, tout un tas de gens sont venus accompagner, c'est-à-dire qu'ils chantent chez eux et ça se met sur la vidéo et donc y compris ça a été jusqu'à la cornemuse et c'est plusieurs millions de vues avec une vraie joie de vivre et je dois dire que ça m'a fait très plaisir. On va l'écouter parce que je ne l'ai pas entendu, pour tout vous dire, c'est viral mais ça ne m'est pas encore Bon. le virus n'est pas arrivé jusqu'à moi. Pierre-Yves, notre réalisateur, va vous en passer un petit extrait. See, the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, dipped down below my billy boys blow. C'est pas mal, hein? Quelle ambiance. C'est pas mal, quelle Alors, ambiance attention, le matin, attention. merci. Hein, ouais. Attention, c'est une horreur. Si vous l'écoutez le matin, vous êtes bon pour l'avoir dans la tête toute la journée. Hein. Ouais, j'aime bien, il y a de la clair. cornemuse. Voilà, C'est celtique comme plus ambiance. ça va, là. plus ça va, plus les gens amènent quelque chose et ils se filment. La fille qui joue de la cornemuse, elle s'est mise sur son 31 en kilt et tout. Non, il y a une espèce de joie extraordinaire. Hein, j'ai adoré ça. Ah bah, quelle pêche. Alors effectivement, le matin, c'est plutôt pas mal. Benjamin Cauchy, c'est un coup de cœur. Je vous propose peut-être de réécouter les propos de Nils Arestrup. On l'a entendu dans le zapping ce matin, mais on va le réécouter. Je n'ai pas prévenu notre réalisateur, mais il est sur le coup. On écoute. Je suis peut-être un petit peu plus déçu ou choqué par la façon dont on nous parle. Je crois que les Français sont drôlement gentils depuis un bon moment, depuis pratiquement une année. Ils font tout ce qu'on leur demande, ils font tous les efforts qu'ils peuvent. Et on vit beaucoup dans cette relation à l'ordre brutal. On se demande, ça y est, on est reconfiné, on va retourner à l'étable, on va manger du foin et on va dormir. Et puis peut-être, dans 15 jours ou 3 semaines, on sortira dans le pré pour manger un peu d'herbe. C'est pas une vie, quoi. Je veux dire, il faut être gentil avec les gens. Il faut être gentil avec les gens qui vivent ça et qui acceptent ça. Ce ne sont pas des procureurs, ce sont surtout des victimes. Voilà. Donc Benjamin Cauchy, vous avez été touché et vous êtes reconnu dans les propos de Nils Arestrup. Oui, absolument. J'ai été véritablement touché par la douceur de sa voix sur la forme et sur l'humilité de ses propos qui n'avaient pas vocation à aller contre le gouvernement, mais plutôt rappeler que la bienveillance n'était pas simplement un mot un petit peu marketé que l'on mettait à toutes les sauces, mais qu'on pouvait véritablement échanger avec les Français dans une période de crise aussi forte avec des termes choisis, mesurés, est posé. Et j'ai été d'autant plus touché par les propos de cet acteur parce que j'avais écouté quelques dizaines de minutes avant le professeur Delfrécy, qui lui, en revanche, était dans un champ lexical apocalyptique, où on a parlé du virus mutant, puis d'un virus dixit diabolique. Et donc, quel paradoxe entre
deux personnes qui ont la possibilité de s'exprimer dans les médias, l'un en tant que sachant du conseil scientifique qui vient apporter cette dose d'anxiété du dimanche soir qui est juste absolument terrible. Et mon fils de 13 ans était à mes côtés, je peux vous assurer que moi j'ai vite zappé, quoi. C'est parce que c'est compliqué. Et donc, ce que je vais retenir de cela, c'est que même en période de crise, on peut encore trouver les mots et la douceur de ton pour exprimer et donner de la pédagogie à toutes ces mesures sanitaires, soit qui peuvent être indispensables, certaines sont indispensables, mais en tout cas j'ai trouvé comme une bouffée de respiration et de hauteur de vue. Un peu de gentillesse, ça faisait pas de mal. Quelques grammes de douceur, ça faisait bien. Il ne parle pas tout à fait du même endroit. Hein. Quand on dit d'où on parle, je veux dire, Delfrécy a peut-être une parole qui exprime une réalité de terrain, ce qu'il voit, et Nils Arestrup a un ressenti différent. Je ne porte pas de jugement ni sur l'un ni sur l'autre, mais on ne peut pas comparer les propos de l'un et de l'autre. On en a un qui sur un plan, pardonnez-moi, mais sur un plan sémantique. En termes d'impact sur la population, bien évidemment qu'ils ont chacun leur métier et leur vision différente. Maintenant, ce qui m'a intéressé dans les propos de M. Arestrup, c'est qu'il s'extrayait, entre guillemets, de cette dictate sanitaire et médicale pour donner un petit peu de psychologie et de prise en compte des difficultés sociales et psychologiques de la population. Malheureusement, ce gouvernement a tendance, malheureusement, c'est comme ça que le ressent et beaucoup de Français le ressentent, à ne gérer que d'une vision strictement sanitaire, on en parlera tout à l'heure, et pas forcément d'un côté psychologique. Voilà ce que j'ai retenu. Nina, elle dit vrai. On a une auditrice qui nous dit, il a raison, les politiques sont maladroits et nous parlent mal. Et Stéphane dit attention à ne pas confondre la médecine et croyance. Beaucoup font la confusion et brouillent les faits. Alors, pardon, Régis, allez-y sur ce que vous vouliez dire. Ce que je voulais dire, je ne connaissais pas cette intervention. Il dit on traite mal les Français. C'est vrai que les Français sont réglo. C'est vrai qu'ils ont appliqué, ils ont fait ce qu'on leur demandait, etc. Parce que c'est pas facile. Et puis surtout, il y a énormément d'incertitudes. On les traite pas 66 millions de procureurs comme ça. Il faut arrêter cette désinvolture. Il faut arrêter de traiter les gens comme des mineurs. Alors, il y a aussi ceux de l'autre côté, dans le cas inverse, qui les traitent de moutons. On dit qu'est-ce que c'est que ce peuple qui supporte tout et n'importe quoi. Moi, je trouve qu'il ne se comporte pas si mal, ce peuple, en la circonstance. Ouais. Non, mais c'est surtout que ce qui ressort des propos de Nils Arestrup et ce qui a de quoi nous inquiéter collectivement, c'est que beaucoup de Français n'ont même plus la force d'émettre un jugement. C'est-à-dire qu'ils sont paralysés, ils acceptent la fatalité de quelque chose qui les dépasse infiniment. Et ils ne trouvent même pas la force de peut-être participer à la réflexion collective sur la manière d'appréhender ce virus. Et je pense que c'est ça le risque, c'est de voir un peuple qui s'éloigne de plus en plus de la chose politique et qui subit les choses de manière un peu passive, et il faut être vigilant sur ça. Oui, Stéphane, qui me fait beaucoup rire, dit, un auditeur, il disait gentiment que les gens sont des moutons, on peut dire gentiment que les gens sont des cons. Voilà, bon, chacun a son point de vue. Donc on a entendu, Benjamin, en tout cas ce que vous disiez, c'est vrai que la voix très apaisée de Nils Arestrup contraste avec certaines paroles. Alors je ne sais pas, j'ai cru voir passer que le président de la République avait dit qu'il avait regretté ces 66 millions de procureurs, mais je n'ai pas trop réussi à retrouver ça. Mais il peut le regretter. Lucas, c'est avec ça qu'il devait regretter. Oui, Lucas, coup de gueule. Oui, coup de gueule pour revenir un peu dans la prolongation des propos de Nils Arestrup sur les sermons que certains font à la jeunesse et la hiérarchisation des souffrances que certains aimeraient instaurer. La jeunesse, vous le savez, Valérie, et tous nos auditeurs le savent, elle souffre et parfois elle se voit le reprocher de se plaindre. Qui n'a pas entendu mais les jeunes n'ont pas vécu la guerre de 40, alors outre le fait que ceux qui nous le reprochent n'ont certainement pas vécu la période. Et qu'en plus de ça, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, 40-44, la vie ne s'est pas arrêtée, loin s'en faut. Et deuxième reproche, c'est effectivement le fait que nous aurions la vie devant nous. Mais que les gens aient bien à l'esprit qu'une période des 18 à 21 ans, c'est là où la vie se construit, c'est là où on noue des relations amicales, on noue des relations amoureuses, et en fait c'est une période essentielle en ce sens qu'elle n'est pas reproductible. C'est là où on comprend, c'est là où on apprend, c'est là où on se projette, c'est là où on construit notre avenir, alors que effectivement, je ne dis pas que les périodes sont interchangeables des 25 à 55 ans, mais il n'y a pas la même importance dans la construction.
Alors, il y a effectivement ce débat de savoir est-ce qu'on a bien fait de vacciner les gens dans les EHPAD. C'est un des sujets qu'on va aborder éventuellement. Mais ça, évidemment, moi, la dimension que j'aimerais plus apporter, c'est que, bien évidemment, on a mis du temps et aujourd'hui, on est tous saisis, et moi le premier, par des gens qui, pensent avoir des pensées suicidaires. Il y a 29% des 18-24 ans qui s'estiment dans un état dépressif. Il y a effectivement de nombreux jeunes qui ont pris, en moyenne 6 kilos, qui sont confrontés, qui sont tous les jours devant leur écran, confrontés à des images pas forcément réjouissantes. Et donc, il faut intégrer cette dimension psychologique dans le processus décisionnel. Par exemple, l'une des propositions de Marie-Georges Buffet, c'est de mettre une pédopsychiatre dans son rapport à l'Assemblée nationale, au sein du Conseil de défense, pour enfin évaluer l'impact de l'ensemble de ces mesures sur cette population sensible. Allez, on marque une petite pause. Sophie de Menton nous a rejoint. Bonjour Sophie. Bonjour. Ce sera votre coup de gueule dans un tout petit instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Benjamin Cauchy, conseiller en communication, Régis de Castelnau, avocat, Lucas Véran, étudiant et adjoint au maire de Neuilly, Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Je rappelle votre livre, Régis de Castelnau, décidément, une justice politique, qui est paru chez L'Artilleur, brillant essai sur l'état de notre justice et en particulier les liens avec la politique. Je le conseille vraiment, c'est un pavé. Donc, en cette période de confinement, c'est un bon investissement, c'est un bon rapport qualité-prix. J'ajoute qu'il est aussi vendu en pharmacie. Hein, ah oui. Il est impeccable. C'est bien. Est-ce qu'il est remboursé par la Sécu? Voilà. Je ne pense pas. Alors, on va évidemment parler donc de ce 3e confinement qui semble inéluctable malgré la communication pour le moins étrange. Dans le JDD, le confinement, c'est une question de jour. Attal dit pas question de confinement. Ensuite, quelqu'un d'autre dit c'est la responsabilité de chacun d'éviter le confinement. Et Delfraissy, il faudra probablement aller vers un confinement. Donc si vous vous y retrouvez dans tout ça, vous me le direz, on va l'évoquer. On parlera évidemment aussi du confinement, pas du confinement, de ce qu'a dit aussi M. Delfraissy hier, c'est-à-dire d'une sorte d'auto-confinement des personnes âgées. Pourquoi pas vacciner les plus jeunes, les actifs? C'est une question éthique, évidemment, compliquée, pour laquelle il est parfois compliqué de répondre. Et puis, Youri, la guerre des bandes. Sophie, votre coup de gueule? Oui, je ne m'en remets pas. C'est un coup de gueule. Alors, l'UCANS, UCAN2S, et les caisses nationales de sécurité sociale lancent en ce mois de janvier la première campagne de recrutement de la sécurité sociale. Annonce-t-elle dans un communiqué. La sécurité sociale compte recruter, et là, tenez-vous bien, 10 000 personnes. Remontez votre micro, Sophie. 10 000 personnes. C'est le micro qui s'écarte du coup. Voilà. 10 000 personnes dans ces différentes branches, sur 80 métiers, partout en France. Et le thème de la campagne, c'est « Je suis ce que je fais ». Et je ne peux pas supporter ça. Non pas que je jette l'opprobre sur des gens qui travaillent à la sécurité sociale, loin de là. Je pense qu'on recrute par incapacité. C'est-à-dire que comme on n'est pas capable de s'organiser, comme les gens n'ont pas de promotion en vue, comme les gens n'ont pas vraiment de chef, comme il n'y a pas d'incitation, comme il n'y a aucune concurrence, parce que sans concurrence, tout meurt. Ouais. Enfin, remarquez, la concurrence à la sécurité sociale devrait exister d'autres façons, mais en l'occurrence, on recrute 10 000 personnes à la sécurité sociale. Alors, rassurez-moi, c'est peut-être pas des fonctionnaires. Oui, non, je ne sais pas. Alors, si c'est un statut à vie, il y a de quoi? Il y a de quoi quitter le pays. C'est des contractuels, je pense. Oui, c'est contractuel. 10 000 personnes contractuelles? Pas sûr. Mais en même temps, il va y avoir un tel afflux de chômeurs que... C'est dingue. Le seul endroit où on recrute des personnes, c'est pour gérer les personnes qui n'auront plus d'emploi. Extraordinaire. Non. Il faut laisser les gens bosser. D'ailleurs, alors, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a eu la création d'entreprises énormément cette année, qu'il y a eu beaucoup moins de faillites, mais ça c'est à cause du Covid. On n'est pas d'accord sur la création d'entreprises. Mais quand même. Donc, non, c'est terrifiant. Ça veut dire qu'on n'a pas compris qu'il fallait réformer aussi la Sécu. Parce que quand vous vous adressez à la Sécu, vous qui nous écoutez, vous savez très bien que c'est un cauchemar, que vous n'avez personne en ligne, que vous ne comprenez pas, que vous avez 10 formulaires, ou alors c'est gratuit. Ça s'est quand même
amélioré, je trouve quand même. Il y a la carte vitale. Alors la carte vitale, c'est le bonus. On a gagné au loto. Non, de toute mais façon, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ces 10 000 oui, non, vraiment. recrutements. Moi, je suis pas contente parce que il n'y a pas du tout de compréhension de la nécessité de manager, de structurer, de faire mieux. Et non, c'est pas en recrutant des fonctionnaires et des gens, des administratifs qu'on va sauver la France. Eh bien, écoutez, on verra, on va se renseigner un petit peu plus. Moi, j'avais un coup de cœur pour Bernie Sanders, qui a fait mon bonheur pendant tout le week-end. Vous savez, Bernie. Vous aimez les mitaines, J'aime Valérie. les mitaines. Bernie Sanders, vous avez vu ou pas, Sophie? Non. Bernie Sanders, il s'est présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle socialiste. Et alors, il était invité, évidemment, à la passation de pouvoir, à l'intronisation de Joe Biden. Et il y a un journaliste de l'AFP qui l'a photographié assis dans sa parka avec 2 mitaines en laine recyclée, qui a été fait par une enseignante du Vermont, je crois. Et donc, il est devenu viral, lui aussi. Régis évoquait cette chanson celte. Et donc, les gens ont isolé Bernie Sanders avec ses mains croisées et les moufles, et ils l'ont placé dans des endroits tous plus absurdes les uns que les autres. Heureusement qu'on peut encore rire. Valérie, Régis. La chanson dont j'ai parlé, il y a quelqu'un qui a fait un croisement des 2 virus, c'est-à-dire on voit Bernie Sanders qui chante. Voilà, ils ont trafiqué sa bouche comme ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc effectivement, mais il est très mignon. Il faut quand même reconnaître. Il est très mignon avec ses mains croisées. Il est très attendrissant. Moi, il a fait mon. Et on réécoute. Sophie n'était pas là. La chanson des marins celtes. Voilà. Merci Régis pour ce coup de soleil matinal. Oui, mais Lucas une Véran. image vaut parfois plus que 1000 mots. Et ce qui est intéressant, c'est que cette image-là, elle montre aussi finalement un peu de tendresse. un peu de tendresse, mais surtout finalement que l'arrivée de Joe Biden n'est pas non plus de nature à créer un enthousiasme débordant sur la gauche du Parti démocrate, et que certainement ça sera une des grandes difficultés de ce mandat, c'est d'arriver à satisfaire à la fois la gauche tout en réussissant à s'ouvrir vers le centre. Alors Brigitte nous dit: les personnels de la sécurité sociale sont donc des salariés de droit privé relevant du Code du travail. Ils sont régis par une convention collective et non par un statut, comme le sont les fonctionnaires de l'État, des hôpitaux ou des collectivités territoriales. Alors je vous remercie beaucoup parce que c'est effectivement une information que je n'avais pas trouvée. Voilà. J'avais peur que ce soit des fonctionnaires. Déjà sous statut privé, ça va mieux. Bon, sous statut privé, ça va mieux. Nous voilà sauvés. Oui, absolument. Je ne sais pas si on commence notre débat. On va faire une petite pause et puis on va avoir plus de temps pour débattre. Je pense que vous allez avoir des choses à dire sur ce prochain confinement. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec Sophie de Menton, Lucas Véran, Régis de Castelnau et Benjamin Cauchy. Donc évidemment, ce week-end, c'est ce que je disais, les informations étaient plutôt contradictoires. Il y avait cette une du JDD qui semblait annoncer un confinement, Gabriel Attal qui disait que non, et puis effectivement, Monsieur Delfrécy, que vous évoquiez tout à l'heure, Benjamin Cauchy, qui annonçait quelque chose de très lourd à venir, donc un vraisemblable confinement. Et puis cette petite phrase aussi du ministre de l'Éducation qui dit on ne fermera pas les écoles, mais on va aménager les vacances. Donc en gros, il y aura plus de vacances, donc les écoles seront quand même fermées. Donc c'est vrai que c'est face à la menace des variants étrangers, on attend le Conseil de défense de mercredi avant de prendre une décision qui semble quand même être prise. Alors à quelle sauce on va être mangé, quel type de reconfinement nous imposera le gouvernement. Moi j'ai quand même envie de dire, Valérie, j'adore les médias. Je suis ici, je lis tous les journaux le matin. Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'angoisse. Les titres des journaux en ce moment, l'actualité en plus, quelle qu'elle soit, est terrifiante. Je veux dire que moi, j'ai très très peur pour la dépression collective qui est en train de nous gagner. On en parlait en début d'émission. Mais vraiment. Et d'ailleurs, personne ne va bien, moi-même, vraiment. Mais tout le monde. C'est insupportable. On a des pensées noires en boucle. On est obsessionnel là-dessus. Obsessionnel. C'est-à-dire que chaque geste qu'on fait est conditionné. Est-ce que j'ai mon masque, je dis bonjour, je me recule. C'est insupportable. Et je pense, alors je sais bien qu'il y a un devoir d'informer, mais c'est insupportable parce que les médias guettent l'info, les gens essaient de répondre. Moi-même, j'ai été à l'info de Bercy que j'ai eu hier, qui vous dit qu'ils sont en train d'étudier un plan pour savoir quelles sont les répercussions économiques de confinement pendant les vacances scolaires. Ah oui, parce que c'est 15 milliards, ça coûterait 15 milliards à la France de reconfiner. Là où c'est pas idiot,
C'est que, en fait, leur peur, c'est que tout le monde aille se balader pendant les vacances scolaires. Donc, si le virus circule déjà, si tout le monde s'en va, et tout le monde n'a qu'une envie, c'est de s'en aller, c'est un vrai problème. Donc, leur problématique, d'après ce que j'ai compris, c'est d'éviter que les gens se déplacent pendant les vacances scolaires. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver, mais en tout état de cause, c'est plus supportable. Je ne sais pas comment on fait, d'ailleurs, mais il faut arrêter d'informer. C'est plus supportable, mais il y a quand même un élément, et pour aller un peu à l'encontre de ce que vous dites, c'est que pendant les vacances scolaires, particulièrement celle de la Toussaint, on s'est rendu compte que finalement il y avait une plus faible propagation du virus pour deux raisons. C'est qu'en fait, vu que les enfants ne sont plus à l'école, ils ne sont plus susceptibles de croiser les autres enfants et finalement restant dans leur écosystème familial, ils ne sont pas des facteurs de propagation du virus. Et donc je crois qu'Emmanuel Macron, en plus de ne pas vouloir bouleverser, parce que ça devient insupportable pour les gens de s'organiser, de réserver les billets de train, de préparer la voiture. Attendez, les boîtes, boîtes. Ah non, mais les boîtes, bien évidemment, c'est une autre dimension. Mais alors, rien dans l'organisation. Noël, ça n'a pas été terrible, hein. Non, ça n'a pas. Finalement, alors ce qui était drôle, c'est dans les médias, dans le JDD. On a parlé d'un effet Noël, ensuite un effet Nouvel An, et maintenant, je crois qu'un médecin a évoqué l'effet galette des rois. Oui, il y a eu ce qui montre un peu la prolifération sémantique qui entoure un peu cette dynamique-là. Ce qui est sûr, pour revenir sur la question médiatique et la question du micmac un peu sur les annonces, c'est que parfois on a l'impression que le gouvernement, en tout cas ses conseils en communication, jouent un peu les apprentis sorciers. Dans le sens où on sait très bien que BFM et le JDD et quelques autres médias sont utilisés par le gouvernement pour acclimater la population sur des mesures restrictives. Et que parfois, ça va plus vite que la musique, où ils reviennent. Donc à un moment, vous prenez les pieds dans le tapis, mais c'est mérité, entre guillemets. Régis de Castelnau. Ce qui est difficilement supportable, qu'il faille prendre des mesures, c'est évident. Cette pandémie, elle est planétaire, et c'est une tragédie. Mais et puis on a du mal à la comprendre. Il n'empêche que la façon dont c'est géré dans notre pays, ça ressemble au supplice chinois. Hein. C'est-à-dire absolument. Que, voilà, par petites gouttes comme ça, alors on vous prépare, effectivement, confinement mercredi, non, et puis quelle forme de confinement, et puis couvre-feu, en sachant que l'épidémie n'est pas hétérogène sur le territoire national. La Bretagne, pour l'instant, comme à la première... Elle n'est pas homogène. Non, mais elle est plutôt épargnée. Oui, donc elle n'est pas homogène, l'épidémie. Je pense... Oui, elle n'est pas homogène. Vous avez dit hétérogène, oui. Pardon. Elle n'est pas homogène, cette épidémie. Donc, effectivement, il y a des ressentis qui sont différents. Il y a un vrai problème de communication et de gestion. Juste, ce que je vais dire, j'écoute les médecins. Ce matin, il y avait un de mes amis qui était sur CNews, Robert Sebag, dans lequel j'ai une totale confiance, qui était assez inquiétant, assez pessimiste, etc. Et puis, effectivement, les politiques ont l'air de flotter derrière. Cette articulation médecine politique, se fait au détriment du politique, et ça, je pense que c'est dramatique. Pourquoi au détriment du politique? Delfrécy, hier, a été très clair en disant voilà la situation. Après, c'est une décision politique. Et puis, c'est effectivement insupportable, ce supplice de la goutte d'eau où on ne sait pas quand est-ce que... à quelle sauce on va être mangé, si je puis résumer un peu les choses. Mais en même temps, c'est extrêmement compliqué. On peut imaginer que le gouvernement ne va pas dire allez, on reconfine, alors qu'ils n'ont pas tous les chiffres en main. Je pense qu'ils attendent au maximum et que la notion, des variants qui arrivent est quelque chose d'assez effrayant et d'assez angoissant, même pour les politiques. Benjamin. Régis. Moi, je trouve qu'il y a le poids du corps médical, c'est normal. C'est leur lieu d'énonciation fort et trop important par rapport aux politiques qui doivent trancher. Moi, je suis d'accord. Faire de la politique, c'est choisir. C'est choisir. Donc, effectivement, il y aura de la casse pour ceci, pour cela. Je prends juste un exemple, mais je ne suis pas en train de dire il n'y a qu'à Focus, surtout pas. Non, mais la question de l'isolement des personnes à risque. Moi, j'y suis favorable. Je suis personne à risque. Je vais avoir 71 ans. J'ai un très très léger embonpoint, donc a priori, je rentre dans les mauvaises zones. Et si on me dit... Et la barbe qui retient les virus. Je ne sais pas. Mais si, je dis OK, parce que je rejoins ce que disait Lucas concernant la jeunesse, on peut plus continuer à lui imposer ça à cette jeunesse. On peut plus. Alors, c'est dramatique. Benjamin Cauchy. Oui.
Oui, alors sur le confinement, Valérie, vous parliez tout à l'heure de la une du JDD d'hier. Ce qui était intéressant, c'était reconfinement imminent, il n'y avait pas de point d'interrogation. Oui. Donc, comme si c'était une certitude journalistique. Ouais. Et on rentre désormais dans un scénario qui est bien connu, qui est celui du JDD le dimanche. Et M. Véran avait raison il y a quelques instants à l'antenne. Ce soir, on devrait avoir un sondage genre ELAB BFM qui va nous dire que les Français sont majoritairement pour un nouveau confinement. Mercredi, la petite séance de Conseil de défense. Et puis là, pour le coup, je comprends pourquoi le JDD s'est un peu mis les pieds dans le tapis. Ça sera peut-être pas Emmanuel Macron qui va nous annoncer la douloureuse, parce qu'à un an des échéances présidentielles, ça serait peut-être bien que le Premier ministre serve véritablement de fusible. Donc, on insiste à une scénarisation avec des acteurs, Monsieur Delfrécy qui arrive et qui, tel un scénariste d'une série Z américaine, va parler de virus diabolique. Voilà. Ouais. Non, le virus est corrélé à Satan. Enfin, je trouve quand même en termes de sémantique, en termes de communication, il y a une théorisation de la peur qui est absolument incroyable, et je peux comprendre tous ces acteurs économiques qui sont complètement perdus. Deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à ce confinement, s'il est inéluctable, et le ministre, Bercy a travaillé dessus, vous l'aviez évoqué Valérie, 15 milliards d'euros par semaine de préjudice et de coûts pour l'État. 15 milliards d'euros. Moi, j'ai juste envie de vous poser une question. D'après vous, on peut créer combien de places de réanimation avec 15 milliards d'euros ? On peut construire combien d'hôpitaux avec 15 milliards d'euros par semaine ? Par semaine. On était ébahis par les Chinois qui, à Wuhan, l'année dernière, il y a un an, avaient construit en l'espace de 15 jours avec des Algeco, enfin bref, c'est une marque, pardonnez-moi, avec des containers, des Algeco, avaient réussi à construire un hôpital. Ça fait un an que l'on sait que l'épidémie arrive, puisque dès le mois de décembre 2019, l'OMS alertait. Au mois de cet été, Delfrécy disait qu'on allait avoir une nouvelle crise en octobre. On n'aurait pas pu construire un hôpital ou rouvrir des hôpitaux, rouvrir le Val-de-Grâce, parce que le problème de fond, j'entendais hier 3000 personnes en réanimation. On a soi-disant 12 000 postes, 12 000 lits de réanimation selon M. Véran, et pourtant quand je regarde ma petite application Tous anti-Covid, eh bien 3000 personnes, ça fait 56% de taux d'occupation. Donc a priori, il n'y a toujours que 6 000 lits. Donc en l'espace d'un an, on a eu 8 semaines de confinement, 8 x 15, je vous laisse compter combien ça fait. On approche les 100 milliards. On a dépensé, ça a coûté 100 milliards d'euros pour éviter de construire peut-être, en tout cas de réouvrir, des hôpitaux et d'embaucher du personnel, quitte à ce qu'il y ait pour le coup une solidarité internationale et d'aller récupérer des médecins. Bref, il y avait de quoi faire. Et là, je pense que ça nous aurait coûté moins cher. Donc, je pense que malheureusement, le confinement est inéluctable parce que nos services de soins sont potentiellement et vont rapidement être saturés, que les gestes barrières ne suffisent pas. Mais moi, je pose la question de suite. Si nous sommes amenés à avoir une année 2021 confinée, je pense que M. Bruno Le Maire, qui m'a l'air d'être le moins perdu, entre guillemets, dans ce gouvernement, celui qui m'a l'air d'avoir le plus le pied sur terre, peut-être de se dire on va peut-être lâcher un peu de pognon pour rouvrir des hôpitaux. Par ouvrir des hôpitaux, il y a toute la question du personnel derrière, c'est-à-dire que des réanimateurs, des infirmières spécialisées. Je crois qu'on a 100 ou 150 000 infirmières qui partent en retraite tous les ans. Mais là où Benjamin Gaugy a totalement raison, c'est qu'on vit dans l'impression perpétuelle qu'il y a un quoi qu'il en coûte qui s'applique aux restrictions, aux prêts garantis par l'État, aux dispositifs d'activité partielle pour soutenir l'économie face à des restrictions, mais que ce même degré d'intensité, de mobilisation de la puissance publique ne s'applique pas, si vous voulez, au quoi qu'il en coûte en matière d'économie de guerre qu'il faut avoir sur la production vaccinale, sur effectivement peut-être la construction d'hôpitaux, et que effectivement on a l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures, et que c'est ça qui crée de l'incertitude, et c'est ça qui rend la situation peut-être aussi longue que malheureusement on est en mesure de le craindre, et que effectivement les 15 milliards de dettes, il faut avoir à l'esprit que ça s'ajoute à un package déjà qui là devient explosif. Et puis alors il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui de la déconnexion qui a été créée involontairement par le gouvernement, qui a bien fait de donner de l'argent aux entreprises, certes, mais la déconnexion entre salaire et travail. Alors non, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, on m'a fait la réflexion tout à l'heure et c'est fort juste. Il y a des gens, ceux qui étaient à leur compte, qui souffrent énormément, qui n'arrivent pas à toucher les aides, etc. Mais le salarié qui est bien couvert
ouvert dans une boîte, quelle que soit sa taille d'ailleurs. Il a pris l'habitude de télétravail. On lui dit que c'était quand il voulait, qu'il avait droit à, que d'ailleurs il aurait droit après, à du télétravail obligatoire une journée quand voilà. Et il a déconnecté. Il ne comprend pas son utilité. C'est ça qui est intéressant. Il ne comprend pas qu'ils sont utiles dans les boîtes, que leur présence est utile, que le management n'y arrive pas. Donc il y a une déconnexion incroyable. Plus personne n'a peur. Les gens ont des économies. Alors encore une fois, je fais attention. Il y a des gens qui souffrent énormément. Et si on reconfine, c'est encore ceux-là qui vont souffrir. Parce que ceux qui ordonnent les confinements, d'ailleurs le corps médical, je ne comprends pas que ce soit le corps médical qui dirige la France. Parce qu'il est évident qu'un médecin, il a intérêt à dire confinons tout le monde. Je veux dire, c'est son rôle. Donc, ils sont inconscients. C'est pas eux, c'est aucun problème financier, etc. L'économie, ils savent pas ce que c'est du tout. Et là, je pense que si on continue à ruiner l'économie comme ça, à démobiliser les gens, à leur faire comprendre que le travail, c'est pas très grave, si on n'y va pas, on va avoir, mais vraiment de vrais soucis pour redémarrer, de vrais soucis psychologiques. Oui, mais enfin, on n'y est pas encore au démarrage. Oui, enfin, on n'y est pas. Moi j'entends des gens qui me disent dans les boîtes, il y a plein de gens qui démissionnent. J'hallucine. Oui, on veut un accord transactionnel. Mais pourquoi? Ah ben non, parce que j'ai envie après de faire de l'humanitaire ou autre chose. Je veux dire, il va y avoir un chômage de dingue. Ils quittent leur boîte, ils n'ont même pas peur. Ils demandent un accord transactionnel pour avoir le chômage. Je veux dire, moi, qui suis en guerre pour sauver les boîtes, je trouve que le fossé se creuse. Ouais, mais il y a aussi toute la dynamique de la dette et la dette particulièrement sur notre génération, c'est-à-dire la projection qu'on a en plus de l'environnement avec les bouleversements climatiques que l'on aura à connaître. Quelle projection pour la jeunesse dans un pays où on se dit que notre dette publique s'élève à 120% du PIB? Quelle projection? Alors, un auditeur me dit Covid, une chienlit entretenue par le gouvernement. Bon, ça c'est son avis. Attends, juste, c'est un petit peu long le message, donc on va juste attendre avant de lancer la pub. Mon petit-fils a eu un copain qui est venu chez eux, passer 2 jours. Le lendemain, ma fille est informée que le gamin est positif Covid. Par sécurité, mon gendre appelle son patron, qui lui dit ne venez pas travailler, mettez-vous en arrêt sur Amélie et faites le test. Bon, sur Amélie, eh bien non, il faut en réalité quand même passer par le médecin traitant qui donne un code. Mon gendre appelle le médecin traitant qui lui non, vous devez aller travailler pour l'instant, mais vous serez testé dans 3 jours. Un autre de mes petits-fils, un de ses camarades a été diagnostiqué positif. Son papa était malade du Covid. Le collège a renvoyé à la maison la moitié de la classe. 17 élèves. Mon petit-fils n'en fait pas partie. Pourtant, il mangeait dans la même cantine. Ma fille a peur. Enfin bon, c'est assez long son truc, mais ça. Oui, non, mais les incohérences sont invraisemblables. Il dit et on n'y comprend rien. On n'y comprend rien du tout. Allez, on va marquer une pause. Pardon, Pierre-Yves, notre réalisateur, qui a le petit doigt sur la couture pour le départ de la pub. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. 0826 300 300 si vous voulez réagir. Et on a un auditeur en ligne avec nous et c'est Frédéric. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. On vous écoute. Oui, j'aimerais parler par rapport à, vous savez, le reconfinement perpétuel que l'on a. Et là, on entend parler pendant les vacances scolaires. Je suis désolé, je vais être peut-être un peu ému parce que j'ai du mal. Pourtant, je suis quelqu'un de solide et très positif. Mais là, ça fait 1 an presque qu'on me dit tu prends tes enfants qui habitent à Toulouse, à 300 km de chez moi, et je pourrais rien faire avec eux. Je peux pas faire grand-chose à part faire un peu de vélo. On pourra aller nulle part. Et là, je vous garantis que ça met gros sur la patate parce que ces gens-là, ils s'en rendent pas compte en fait l'impact psychosocial qu'il va y avoir dans le pays parce qu'on n'est pas bien, on fait que travailler, on peut pas se divertir, on peut pas le soir on ferme à 18h, on s'enferme chez nous pour des raisons qui nous sont complètement en fait très occultes parce qu'on ne sait pas la finalité de cette décision le départ et du coup moi j'en appelle à ce que les journalistes et toutes les forces en fait de ce pays, les journalistes, les policiers, qui prennent la décision et il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on peut pas subir en permanence cet état de fait qui nous dépasse complètement. Oui, mais ça veut dire quoi faire quelque chose? Ça veut dire ne pas respecter le confinement? Non, mais oui, les restaurants, il faut qu'ils ouvrent, et avec les précautions qui s'imposent. Si on doit prendre des précautions, parce que toujours pareil, on n'en sait pas plus que ça. Les journalistes il y a des éléments chiffrés.
Il y a quand même des éléments chiffrés, il y a des morts, il y a des réanimations. Non, il n'y a pas d'éléments scientifiques qui prouvent comme quoi, en fait, dans le travail, ça fait des mois que les restaurants et les bars sont fermés. Il y a toujours. Alors, dans ces cas-là, on prend une région, on laisse tout ouvert, et l'autre, on confine, et on verra la différence. Mais il n'y a aucune étude qui est faite, aucune. La seule chose que l'on fait, c'est subir en permanence la connerie de ces politiques. Parce que c'est que de la connerie, c'est toujours les mêmes. Non, vous exagérez, c'est très difficile à gérer. Laissez-le terminer. C'est les mêmes médecins qui parlent tous les jours à la télé. C'est les mêmes protocoles, comme votre invité a dit. C'est alors un conseiller de défense qui va suivre de Castex qui va parler, ou Macron, ou machin. Et ils vont nous préparer mentalement à ce qu'on accepte le reconfinement. Mais à un moment donné, on ne peut plus accepter ces conneries. Parce que moi, j'appelle ça des conneries et des menteurs. Parce qu'on attend Lacombe, toujours pareil. Lacombe, Marty, et voilà les principaux acteurs que l'on a des mesures, en fait, qui appuient les mesures politiques aujourd'hui dans le pays. Mais et ça ne peut plus durer. Oui, mais ils sont. Enfin, vous citez ces médecins-là, mais ils sont sur le terrain, ils voient des patients. Vous avez vu les images en Angleterre de ces ambulances qui ne peuvent pas arriver aux urgences parce qu'on ne peut pas, il n'y a plus de place. Donc c'est ça la principale. C'est pas, je vois des gens qui me disent c'est un mensonge, on nous balade, etc. Non. Alors Lucas Véran. Dire que la situation, elle est terriblement difficile à vivre, ça on s'est tous accordés. On est revenu au début de l'émission pour dire à quel point c'est dur à vivre et qu'il faut prendre en compte le poids psychologique. Mais dire que les politiques n'agissent que avec des conneries en tête, c'est faux. Malheureusement, il y a des éléments chiffrés avec un taux de diffusion de virus qui est élevé, avec plus de 25 000 cas quotidiens et effectivement une tension hospitalière. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre de mesures que je ne comprends pas, dont je ne vois pas la pertinence. Mais il y a des études chiffrées sur la fermeture des restaurants. Il y a une étude Nature qui a été menée aux États-Unis sur près de 15 millions de personnes. Donc non, les politiques n'agissent pas avec le seul objectif que de faire chier les Français. Moi, j'ai vraiment une objection sur les restaurants, parce que d'abord, il y a une première étude aux États-Unis qui était faite quand il n'y avait pas de masque, etc. Les restaurants aux États-Unis n'ont rien à voir avec les Français, et surtout sur notre territoire, ça n'a rien à voir entre deux restaurants. Vous avez des restaurants qui délirent. Vous n'allez pas faire des lois d'exception. Non, mais il y a un moment où il va falloir. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas contrôlé vraiment les restaurants? Distribuer les bons et les mauvais points. Alors, hier, on a vu quand même qu'il y a 3 études, une américaine, une britannique et je crois qu'il y a même une française qui explique que le moment de contamination, c'est le moment où on retire son masque pour manger et pour boire, que ce soit en famille ou au restaurant. Donc il n'y a pas, vraiment de question. Il y a un espace. Quand c'était dehors avec des terrasses chauffées, c'était pas du tout le cas. On pourrait faire quand même quelques exceptions pour maintenir un peu. Alors je vais vous dire, moi j'étais en Espagne à Noël, j'ai vu les restaurants étaient ouverts en terrasse, j'ai vu des gens s'embrasser parce que vous avez un comportement différent quand les restaurants sont ouverts. Et résultat, il y a des régions aujourd'hui où 15 jours après Noël, il y a des flambées et ils sont obligés de reconfiner. Donc il y a quand même un lien de cause à effet. Alors Benjamin Cauchy. Oui, mais je voulais réagir finalement à ce cri de détresse de votre auditeur, Valérie. On sent la colère et du coup forcément la défiance vis-à-vis de la classe politique, elle est flagrante, elle est cinglante. On peut comprendre que moi je pense vraiment que le risque psychosocial est plus important que le risque sanitaire. Il faut être au clair là-dessus. Au bout d'un an, et ça vaut dans tous les pays, regardez ces événements dramatiques qui ont eu lieu aux Pays-Bas hier. Qui ont eu lieu aux Pays-Bas hier. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les risques psychosociaux, les risques de détresse psychologique, pour moi, sont plus graves que malheureusement les 3000 personnes en réanimation. Et malheureusement, parce que beaucoup de gens partent, beaucoup de gens décèdent, mais la moyenne d'âge des personnes qui décèdent du Covid est de 84 ans. Donc je repose cette question, je vous en avais parlé il y a 15 jours. Doit-on véritablement tuer l'économie, la vie sociale, la vie culturelle et la santé psychologique de 66 millions de Français? Je pose la question, vraiment. Et les Français
non, mais, qu'on le veuille ou non, ils ont confiance dans la classe politique. Oui, Benjamin, vous semblez oublier, vous dites les Français, mais c'est mondial. C'est mondial ce qui est en train de se passer. Oui, mais là, on s'occupe un peu de ce qui se passe chez nous. Oui, mais non, mais on ne peut pas dire les Français. Pour le coup, l'Hexagone m'intéresse un petit peu plus que ce qui se passe ailleurs. Mais vous semblez... Si on devait véritablement regarder ce qui se passait ailleurs, le gouvernement de M. Castex et de Édouard Philippe aurait pu regarder ce qui se passait en Asie dès le début. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, l'exception culturelle, l'exception française existe. On peut réfléchir à d'autres solutions. Quand les préfets avaient la main sur les ouvertures de certains lieux publics l'été dernier, des jauges, pourquoi le Puy du Fou, pourquoi pas tel stade, on avait laissé la main dans les départements aux préfets. Je pense qu'on peut encore donner la main aux préfets parce qu'il y a des départements qui sont moins enclins à la propagation du virus. On parlait tout à l'heure de la Bretagne. Il y a des départements qui, malgré le confinement à 18h, ont eu une augmentation des cas. D'autres départements qui n'avaient pas le confinement à 18h il y a 3 semaines de cela ont eu une baisse des cas. Donc, chaque département a sa spécificité. Donc, ça serait peut-être un bon signe d'intelligence de s'adapter au terrain. De traiter ça. Et alors, je vais même rajouter quelque chose qui m'étonne. Autant on est abreuvé d'informations, on va être enfermé, ça va aller mal, enfin c'est une horreur. Autant je trouve qu'il n'y a pas de pédagogie faite. Tous les jours à la télé, dans ces fameux journaux, ils ont le temps, au lieu de répéter la même chose, on donnerait de vraies consignes qui viennent du ministère de la Santé. Aérer, par exemple, ici, dans le studio, bon, Valérie a un masque, moi j'en ai pas, mais la fenêtre est grande ouverte. On est obligé de la fermer de temps en temps parce qu'il y a des travaux. Absolument. Voilà. Mais donc, je veux dire, l'aération, quelque chose de fondamental, ce n'est pas assez dit, parce que la concentration virale, c'est ce qui est terrible. Donc, tout ce qui est dehors est beaucoup moins grave. Mettre un masque quand vous n'avez personne dehors dans la rue n'est pas non plus totalement indispensable. On va pas refaire l'histoire. Tous les soirs, on devrait avoir à la télé les vraies consignes. Par exemple, là, ils disent qu'avec le nouveau virus, c'est important, c'est 2 mètres. Essayez d'être à 2 mètres des gens et plus 1 mètre. C'est tout bête, mais augmenter la distance. Donc vous voulez qu'on rouvre les restos, mais qu'on soit à 2 mètres. Je pense qu'ouvrir un resto, pouvoir s'asseoir 5 minutes. Ils ne pourront pas rouvrir. Non, mais Régis, 5 minutes à une terrasse de resto, franchement, c'est pas grave. Moi, je voudrais effectivement revenir sur ce que disait Benjamin. Il y a des arbitrages à rendre. Et effectivement, on a privilégié, je crois que Emmanuel Macron l'avait dit, on a privilégié la santé, on a privilégié la préservation et on a voulu éviter la saturation d'un système de santé qui a été affaibli et qui est en difficulté déjà. Bon, toujours est-il que pour ce faire, on est obligé d'imposer à la société dans son entier, et vous avez raison, c'est planétaire, d'imposer, enfin encore que ce ne soit pas homogène partout, d'imposer des contraintes invraisemblables. L'Académie de médecine qui vient vous dire ne parlez pas dans le métro. Oui. Je veux dire, vous voyez jusqu'où on arrive. Et ça c'est malheureusement tous les jours. Je ne suis pas en train de donner des leçons mais c'est pas disant idiot. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais ce que je veux dire sur cet arbitrage rendu, Benjamin disait, l'âge médian des décès, c'est 84 ans, 5 ans au-delà de l'espérance de vie. Bon, ça pose j'ai absolument pas envie de mourir du Covid, tout le monde s'en doute bien. Mais je dis qu'il y a des arbitrages. Je pose une question. Est-ce que si cette épidémie était survenue en 69, par exemple, à la place de l'épidémie de grippe de Hong Kong, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Moi, je n'ai aucun souvenir. J'avais 19 ans. Aucun souvenir. Et elle a fait plus de décès qu'actuellement le Covid. Ça, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on s'en serait... Est-ce que, je veux dire... il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, la communication d'aujourd'hui, il n'y avait pas cette mondialisation avec toutes ces conséquences extraordinaires. Est-ce qu'il n'y a pas une surestimation qui est liée à la peur, d'ailleurs, parce que la peur circule très, très vite. L'angoisse, l'inquiétude, cette camisole qu'on met à la société, moi je pense qu'il n'y aura jamais de retour en arrière. On va dans un autre monde, les rapports qu'on a. Alors heureusement, entre nous, on oublie etc. quand même. On oublie. Oui. Je sais pas. Je pense qu'on aura. Ça sera un traumatisme profond, je pense, et y compris sur les modes de vie, sur le rapport aux autres, sur la sociabilité. Je pense que il va y avoir. Et puis naturellement sur le plan économique. Vivement le monde d'avant. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais de toute façon, on devra réfléchir collectivement à ce qu'on fait si surviennent de nouvelles épidémies, parce que je ne sais pas si vous avez vu les travaux du GIEC qui précisent que justement avec l'érosion
l'érosion de la biodiversité. C'est des épisodes qui malheureusement seront certainement de nature à réapparaître. Donc bien évidemment qu'on ne pourra pas imposer ça à chaque fois aux gens. Donc bien sûr qu'il faudra réfléchir et que là il y a eu un effet d'engrenage aussi parce que tous les pays ont agi avec énormément de brutalité ou en tout cas de réactivité et d'intensité dans les mesures. Mais si de nouveaux épisodes épidémiologiques réapparaissent, il y aurait pu en avoir un en 2015 avec le MERS, en 2009 il y aurait pu avoir la grippe H1N1, vous vous rendez compte que finalement les occurrences de ces épisodes là peuvent être beaucoup plus régulières et qu'on ne pourra pas à chaque fois procéder de la manière dont on a procédé cette fois-ci. Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant, on va changer de sujet, parler de cette ultra-violence, guerre des bandes. À tout de suite. Non, c'est pas tellement plus gai. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité ce week-end. Les esprits tout le monde a été marqué par ces images extrêmement violentes de Yuri, un adolescent de 15 ans qui a été lynché le 15 janvier dernier dans le 15e arrondissement de Paris par une dizaine d'individus. Le jeune homme est toujours hospitalisé dans un état grave. Il y a une enquête qui a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a dit il n'y aura aucune impunité pour les auteurs de l'agression de Yuri. Le parquet de Paris et les services d'enquête sont pleinement mobilisés. Et puis l'IGPN, donc la police des polices, a ouvert une enquête après la diffusion de ces images de vidéosurveillance qu'on a pu voir un petit peu partout. Donc apparemment, c'est forcément venu de la préfecture de police, d'un policier qui a donné parce qu'on s'est demandé ces images. Ça avait été tellement... Enfin, bien sûr qu'il faut le dire, j'en suis sûre, mais on s'est posé des questions sur la médiatisation incroyable de cet événement. C'est-à-dire que c'est d'une violence inouïe. Alors peut-être Régis de Castelnau... Si on posait le problème autrement... Ça s'est passé il y a 10 jours. Il a fallu attendre 10 jours pour qu'on parle. Oui. Attendez, dans d'autres circonstances, je veux dire, c'est un scandale national. Quand il y avait eu l'affaire Théo, etc., le président de la République s'était précipité au chevet de la personne. Il y avait eu des manifestations, etc. Là, rien du tout. Effectivement, il y a eu une fuite, c'est clair. Il y a une fuite. Immédiatement, on vous annonce qu'on fait une enquête IGPN. Bon, je préférerais qu'on mette plus de zèle à essayer de retrouver les barbares, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Et je pense que ce sont les réseaux et que c'est une bonne chose qu'il y ait cette prise de conscience par rapport à des phénomènes qui s'aggravent. Ce qui s'est passé dans les centres-villes l'été dernier, où effectivement le confinement, l'impossibilité de partir en vacances, etc., ont fait que les centres-villes des grandes métropoles sont devenus inhabitables. Regardez Bordeaux. Donc cette violence, ce qui est intéressant avec ce qui vient de se produire, c'est qu'il y a le débat. Il y a le débat parce que ce qu'on voit, ça se produit quasiment tous les jours dans les cités. Parce que ce qu'il faut ajouter aussi pour être précis, c'est que visiblement c'est un retour après une agression d'une autre bande à Vanves, donc qui est située dans le sud de la capitale. Et alors, on n'a pas pu authentifier une vidéo qui a circulé avec un jeune homme, lui aussi en sang, à qui on demandait de ne plus mettre les pieds sur cette dalle de Beaugrenelle. Donc, est-ce que c'est un retour ? Enfin, ça ne justifie absolument pas la violence. Mais c'est vrai qu'on a pu penser à un moment, en voyant la photo déjà du garçon qui ne correspond pas forcément au visage qu'il a aujourd'hui, mais peu importe, on a pu penser à un moment que c'était un garçon qui avait été agressé comme ça, par une bande. Alors, encore une fois, je dis, ça n'excuse strictement rien, mais il y a visiblement un affrontement entre bandes et que ce sont des faits, comme vous l'avez dit, qui sont relativement fréquents. Lucas ? C'est vrai que l'enjeu, c'est véritablement dans le débat public, et je suis d'accord avec Régis de Castelnau quand on dit que jamais assez on ne se rendra compte à quel point parfois la sécurité est un sujet dans certains quartiers, surtout que là c'est la dalle de Beaugrenelle, franchement, c'est quand même très fréquentable. Il y a une difficulté, des règlements de compte, des gens qui sont passés à tabac le soir comme ça dans la rue, c'est absolument déroutant.
Et c'est assez inquiétant. Puis ça fait peur parce que les rues sont désertes là. Oui, non, mais c'est que l'État donne l'impression d'être fort avec les faibles et parfois pas assez, et d'être trop faible avec les forts. Il faut durcir le ton. Il faut permettre aux gens d'avoir l'impression de vivre dans un climat de tranquillité publique où l'ordre public est assuré. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas cette impression-là. Et qu'est-ce que ça va devenir? Vous allez voir que ces épisodes-là, finalement, vont créer une envie de s'armer soi-même. On a vu dans le 17e, il y a quelques jours, on en discutait, des gens qui avaient créé une sorte de milice pour assurer la tranquillité des quartiers. Vous verrez des épisodes de règlement de compte où finalement la sécurité n'est plus le fruit de la chose publique, de l'État, mais finalement de groupes organisés. Et ça, je pense que c'est délétère. Rajouter peut-être enfin que un moment il y avait eu sur cette dalle de Bourgonel, parce que visiblement il y a eu souvent des problèmes signalés, le juge des libertés a estimé qu'il n'y avait pas de difficulté et a, contre les réquisitions du parquet, dit qu'on pouvait continuer les rassemblements, ou en tout cas qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la fréquentation de cette dalle-là, alors que visiblement c'était une bombe à retardement, cette histoire de difficulté. Donc peut-être justice, comprendre que certainement qu'il faut être plus sévère, et puis en finir aussi avec l'hypocrisie de la majorité parisienne qui a souvent considéré que la vidéosurveillance était inutile et était même l'origine de violences. On se rend compte que c'est aussi parfois le moyen de retrouver, ou en tout cas de prolonger l'enquête. Donc à un moment cessons l'hypocrisie et admettons la difficulté de la situation. Un auditeur me dit, ça se passe presque tous les jours, ma fille assistait à un lynchage à Bordeaux contre un gamin, ils étaient aussi très nombreux. Nathalie me dit, attention, Yuri n'a jamais été impliqué dans ce type d'événement, a priori, on attend d'en savoir plus. Casier judiciaire vierge, bon élève, apparemment pas le profil d'être dans une bande. Mais on en saura un petit peu plus. Benjamin Cauchy. Valérie. Oui, pardon, je vous ai interrompu avant de donner la parole à Benjamin. Régis de Castelnau. Très rapidement, il y a la réponse pénale aussi. J'entends Éric Dupond-Moretti, après avoir dit que l'insécurité, ça relevait du fantasme. Il risque d'être des mineurs, donc qu'est-ce qu'il va y avoir comme réponse? Non, ce que je veux dire, il y a eu l'épisode Mila, qui a été victime de harcèlement, d'injures, de menaces de mort, etc. Et heureusement il a fallu l'exfiltrer de son lycée. Je suis désolé, elle ne pouvait plus rester auprès de ses condisciples. Il y a eu une réponse pénale? Il y a eu une condamnation? Non. Zéro. Rien du tout. Alors qu'il n'y a pas d'anonymat sur Internet, toutes les adresses IP, on les avait. Il n'y a eu aucune réponse. Cette jeune fille a perdu sa vie, comme elle le dit. Elle a suivi des études par correspondance. L'État est totalement démissionnaire sur ce coup-là, et je crains fort que sur cette question de violence, ce soit un peu la même chose. Désolé, Benjamin. Alors, Benjamin. Pas de souci, Régis. On assiste à une chronique de violence ordinaire. C'est malheureusement le quotidien qui est une mission de l'IGPN qui soit lancée. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a eu un lanceur d'alerte, encore une fois, pour mettre le sujet sur la place publique. Donc ce policier est un lanceur d'alerte, et heureusement qu'il y en a dans beaucoup de domaines. Moi, la question qui m'interpelle, c'est que quels que soient les lieux de conflit, quelles que soient les motivations de ces conflits, nous vivons dans une société où la violence est devenue culturelle. On assiste à une culture de la violence. Et en tout début d'émission, on parlait de la brutalité des propos, parfois des politiques ou des médecins au regard de la crise du Covid. Et voilà, cette culture de la violence est inscrite parce que on peut la mettre en parallèle avec l'impunité. Et lorsque des gens sont condamnés jusqu'à 2 ans de prison, il n'y a pas d'exécution des peines. Et les gens se retrouvent soit avec un bracelet électronique, donc comme un fait de gloire, ils vont pouvoir rentrer dans leur quartier avec un bracelet électronique. T'as vu, moi j'ai un bracelet, ça marche, c'est super. Ou alors ils n'auront pas d'exécution des peines. Donc tant que la chaîne pénale ne permettra pas un retour... Quelle punition pour des mineurs? Et quelle punition? Une maison de redressement. Après, je ne suis pas juriste, mais je crois que Maître pourrait nous répondre. Mais bon, à partir de plus de 15, plus de 16 ans, je pense qu'on peut les mettre au frais, sauf erreur de ma part. Donc, mais il faut taper fort sur la table. Sinon, tous ces jeunes vont dire c'est bien, ils en parlent sur Sud Radio, ils en parlent sur les chaînes de télé, c'est génial. Vous avez vu, on parle de nous, Beaugrenelle en force. J'imagine bien le délire là-dessus. Mais pardon, il y a quand même quelque chose. Quelque chose qui tant que la police, pardonnez-moi, mais tant que la police ne se sentira pas soutenue par le système judiciaire, il y aura toujours des violences au quotidien, dans les rues, dans les cages d'escalier, dans les villages ou dans les grandes villes. Il y a un truc, bien sûr, vous avez totalement raison, il y a quelque chose qui me semble aussi, moi, très inquiétant, c'est qu'on ne peut jamais bénéficier de la protection des passants.
Je veux dire, non mais vous auriez pas demandé d'aller se battre. Vous avez des mecs avec des barres de fer. Je leur ai pas demandé d'aller se battre contre 15 mecs, etc. Mais on peut quand même. Vous vous sentez un tout petit peu agressé, même pas beaucoup. Les gens partent en courant. Vous êtes seul face à quelqu'un qui vous pique votre portable. Je me souviens qu'on m'a arraché mon portable dans la rue et je ne sais pas pourquoi, moi qui ne suis pas particulièrement courageux, je me suis mis à courir après le mec en hurlant, en disant mais oh voleur, arrêtez-le. Il y avait une bande de jeunes qui étaient là. Personne ne bougeait, personne n'a essayé d'arrêter le type. Enfin, non mais c'est vrai. Là on arrive, je vois des messages sur Facebook de gens qui disent on va s'armer, on va faire des milices. Ouais, voilà. C'est ce qui se passe dans le 17e, c'est ce qui se passe dans le 17e aujourd'hui. Non mais excusez-moi, les milices, je suis forcément pas pour parce que c'est quand même très dangereux, mais je pense mais pourquoi pas Elle est pas pour, mais non mais quand vous vous faites agresser, Sophie, oui. Il y a 10 exemples de gens qui sont intervenus et qui ont été poursuivis. Ça arrive aussi, parce que les magistrats n'ont qu'une peur, c'est qu'ils l'autodéfense, ils savent qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité, qu'il n'y a pas une stratégie pénale faute de moyens très souvent. Et moi, je peux vous dire que j'ai vu à plusieurs reprises des gens qui étaient intervenus, qui avaient dû frapper. C'était ce légionnaire à la gare du Nord qui a été attaqué par un gars à coups de couteau et il l'a désarmé, qu'il a blessé à l'artère fémorale, à la cuisse, il ne voulait pas le tuer, et il est resté 8 mois en détention. Enfin, c'est inimaginable ça. Alors, on va commencer par agresser la police d'abord, alors. Enfin, la justice d'abord. Je vous dis, moi, qu'il y a une peur de l'autodéfense qui fait que si vous. C'est intéressant ça. Vous vous exposez. Mais parce qu'on vit dans un univers, et c'est vieux comme Hobbes, où l'État a le monopole de la défense légitime. Et donc, effectivement, il ne faut pas commencer à considérer que dans chaque quartier, chacun peut édicter sa loi, parce que sinon, c'est l'érosion de la République. On va au secours de quelqu'un qui se fait agresser. Oui, non, mais ce que vous décrivez là, bien évidemment. Et de la même manière, et les témoignages sont nombreux dans le métro, parfois quand il y a des actes antisémites, les gens restent impassibles. Et là, c'est frustrant, parce qu'on a l'impression que l'esprit civique est effectivement en train de s'affaisser. De s'éroder. Quand vous voyez la violence, quand même, quand vous voyez cette violence, il y a quand même, vous y réfléchissez à 2 fois. Mais ici, dans le cas échéant. Dans ce cas-là. Moi, j'aurais couru pour récupérer votre portable. Merci, je suis sûre de ça. Pour ça que regardez Marin, on peut évoquer Marin. J'entendais sa maman qui parlait hier. Marin, qui était un jeune homme qui s'est interposé justement pour protéger un couple qui s'embrassait. Il est paraplégique aujourd'hui. Pas paraplégique, mais Valérie, mais c'est le courage aussi. C'est la prise de risque, d'accord. Mais alors, je veux dire, mais il y a un moment. Non, mais je suis de tout cœur avec ce garçon. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'ultra-violence. C'est comment des gamins de 14 ans aujourd'hui ont des barres de fer. Oui, c'est le sujet, mais la société entière est le sujet. Et effectivement, plus il y aura des gens qui ont peur, vous avez raison de déplorer ça. Mais bravo, il est allé. Eh bien, écoutez, je suis désolée, un arc de bravoure, il y a des risques. Sacha nous dit une collègue s'est fait agresser en pleine rue, il y avait du monde autour, personne n'est venu la secourir malgré ses appels, et il n'y avait qu'un seul agresseur. Voilà. Non, mais c'est vraiment clair. Et on peut se poser des questions, parce que c'est toujours la faute des autres dans notre société. Je ne crois pas que ce soit le sujet. Aujourd'hui, tout se tient, mais aujourd'hui le sujet est la réponse qui est apportée aussi à ces réponses qu'évoquait Régis de Castelnau. Régis, le gars qui a massacré Marin, le type qui a massacré Marin, il fait sa 2e demande de liberté conditionnelle. Et voilà. Donc il y a des risques. Sophie, c'est bien gentil de dire ça. Lui, il n'en a pas pris tellement à massacrer son contemporain. Il y a une on devrait se mobiliser pour qu'il soit immédiatement, mais il devrait y avoir une mobilisation générale pour qu'il soit libéré. Allez, Sophie. Sophie, non, mais alors, voilà, allons devant les tribunaux. 12 000 détenus ont été libérés en 2020. Sur 70 000, il y en a 12 000 qui ont été libérés. Donc on a un gouvernement qui actuellement va à l'encontre, exactement l'inverse de ce qui devrait être fait pour rappeler que la violence n'est pas culturelle dans notre pays. Merci à tous les 4. On a bien débattu. On attend de voir la suite. Merci à vous. Et on ne s'est pas battu. Voilà. Dans un instant, André Berkoff et nous, on se retrouve demain pour d'autres infos. Très bonne journée sur Sud Radio.